Français langue 9, pendant la pandémie de COVID-19, on fait la lecture de La Première Guerre de Toronto par Daniel Marchildon. Alors jusqu'à maintenant, notre personnage principal, Napoléon Bouvier, qui est boxeur à Toronto, qui veut épouser Corinne, qui choisit de s'enrôler dans l'armée canadienne pour voyager en Europe et se battre dans la Première Guerre mondiale, qui devient ami avec un autre Canadien, McKenna, et leur bataillon est envoyé à Passchendaele, où les conditions de vie et les conditions de guerre sont affreuses et horribles. Des soldats tombent dans la boue à chaque jour et meurent là. Et ça, c'est documenté dans l'histoire aussi. Alors, McKenna vient de tomber dans une cratère plein de boue, plein de l'eau, et Bouvier essaie d'aller lui aider. Soudain, il entend les balles siffler autour de lui comme ils sont tirés sur par les Allemands. Et ensuite, il est frappé dans son bras droit. Et ça, c'est où le dernier chapitre est arrêté. Partie 3. Les miracles de la salle H. Chapitre 9. Le jeudi 14 mars 1918. Dans son dos, Julie Arsenault sent des yeux posés sur elle, des yeux qui la désirent, qui la déshabillent. Brusquement, elle se retourne. À quelques pas de l'infirmière, la tête du jeune soldat du premier lit, recouverte d'un bandage blanc, est tournée vers elle. À travers les fentes percées dans le pansement à la hauteur des yeux, Julie perçoit 2 disques reluisants comme des billes. Ses yeux, prisonniers d'un visage déformé à tout jamais, sont-ils ceux qui la détaillent? L'infirmière sourit. Le patient David Peterson a été admis à l'hôpital militaire Spadina de Toronto la veille. Le jeune homme et elle ont le même âge, 20 ans. La partie inférieure de son visage a été arrachée par une explosion d'obus lors d'une bataille à l'été 1916. Julie a vu la face du blessé juste avant son opération. Le chirurgien a alors tenté de greffer la peau sur le visage écharpé du patient afin de recouvrir le trou béant qui laissait entrevoir ses dents, là où elles devraient être cachées par la joue droite. Alors cet homme qui est dans un hôpital à Toronto, mais c'est un hôpital militaire pour les soldats blessés, a eu une blessure très grave à son visage, où il y a un énorme trou dans son visage, et le docteur a essayé de le réparer avec de la peau de quelque part d'autre. Et il y a une infirmière là qu'on vient de rencontrer, Julie Arsenault. Julie avance jusqu'au lit de David Peterson et touche sa main. Ensuite, elle se remet à vaquer à la préparation du lit libéré par le décès d'une malade au cours de la nuit. Ce sentiment d'être reluqué, convoité par des yeux d'homme blessé gravement, l'infirmière l'a éprouvé à maintes reprises depuis 2 ans au cours de ses diverses affectations ici à Toronto et, avant, dans les hôpitaux militaires de l'Europe. Pourtant, son uniforme, avec sa longue robe difforme blanche et son ample tunique grise, ne met aucunement en valeur ses charmes féminins. Au contraire. Tout en changeant les draps, elle pense au malheureux Peterson et à tous les autres jeunes militaires au corps mutilé par la guerre qu'elle a vu et connu brièvement depuis son engagement dans le service médical de l'armée canadienne. Ce pauvre David, qui ne peut même pas parler en ce moment, a-t-il connu l'amour? Pourra-t-il jamais trouver une femme capable de faire abstraction de son enveloppe charnelle,
si affreusement abîmé pour aimer le cœur, sans doute blessé lui aussi, qu'il dissimule? La notion de l'amour pour ceux et celles qui affrontent la mort et les horreurs toujours présentées de la guerre semble s'embrouiller. Le désespoir, la crainte de mourir, la précarité de l'existence poussent plusieurs hommes envoyés au front dans les bras de la première venue, ou de la première à céder à des avances précipitées, ou encore de la femme qui vend son corps. D'ailleurs, l'étage au-dessus de la salle H où travaille Julie est occupé par 240 patients atteints de maladies vénériennes contractées lors des bas amoureux. Ces relations éphémères et imprudentes sont-elles imputables à l'amour ou plutôt à la peur de périr sans avoir assouvi ce désir si obnubilant face à la possibilité de la mort? Julie ne saurait le dire. Par contre, elle ne s'étonne guère de les Britanniques, avec leur pragmatisme habituel, aient mis sur pied, dès 1915, un conseil national pour combattre les maladies vénériennes. Parmi ses diverses fonctions, l'organisme assure la distribution de condoms aux troupes dans le but d'enrayer le fléau des maladies transmises sexuellement. Alors ça décrit une conséquence secondaire de la guerre qu'on n'entend pas parler de souvent. Et c'est que il y a tout un étage de l'hôpital où Julie travaille qui est dédié à des soldats qui ont contracté des maladies transmises sexuellement. Et le plus commun, c'est des maladies vénériennes. Alors, c'est parce que selon Julie, c'est parce que ces hommes sont psychologiquement blessés et se tournent vers des relations sexuelles pas très saufs, sans protection, qui leur mettent dans une position vulnérable. Et alors, elle pense que c'est connecté, leurs problèmes psychologiques et ces maladies sexuelles. Okay. Julie prend l'oreiller du lit et le serre contre sa poitrine. Elle ne peut pas en vouloir à ces pauvres diables, comme David, qui la contemple de cet œil. Elle-même, confrontée à la précarité de la vie au cours de ses longues journées de travail, songe souvent à l'amour. Au moins, elle peut encore y rêver, tandis que pour David et tellement d'autres qu'elle a soignés dans les hôpitaux militaires de l'Europe. Son travail terminé, Julie quitte la salle et se rend au poste administratif pour signaler à Mademoiselle Neal, infirmière-chef de son secteur, que le lit est prêt à recevoir un autre patient. Dans le corridor, elle croise un prêtre. « Bonjour, monsieur l'abbé, vous allez bien ?» Le vicaire de l'église Sacré-Cœur de Toronto, Rodrigue Lucier, répond au sourire de Julie par un geste amical. « Très bien, mademoiselle Julie. Vous vous plaisez toujours à Toronto ?» Julie répond par l'affirmative, mais se plaît-elle vraiment ici? Elle ne le sait trop. La capitale ontarienne est très loin de sa Gaspésie natale et, contrairement à l'époque où elle travaillait en Europe, ici elle vit dans un milieu presque complètement anglophone. Toutefois, elle éprouve un grand bonheur d'avoir laissé le front très loin derrière elle, même si son travail à l'hôpital militaire Spadina l'expose toujours à la souffrance des blessés. Ici au moins ses patients sont en convalescence et pas ensanglantés, frais débarqués des batailles au front. Quand sa patronne lui a offert cette mutation dans un hôpital militaire au Canada, Julie n'a pas hésité. Elle voulait à tout prix s'éloigner de l'effet de plus en plus néfaste que lui infligeait le contact quotidien avec les affres de la douleur des blessés. Bien qu'elle eût préféré une affectation au Québec, comme à Montréal, où elle avait suivi sa formation d'infirmière, somme toute, elle reconnaît les bons côtés de son séjour à Toronto. D'abord, elle continue à parfaire son anglais qui, malgré son accent très prononcé, s'améliore toujours. Ensuite, bien que logée à la résidence du personnel à l'hôpital et très prise par son travail,
elle profite de quelques loisirs pour explorer cette ville qui n'aurait sans doute jamais connue autrement. Et vous, monsieur l'abbé, la ville vous plaît? Oui, répond le prêtre, débarqué à Toronto voilà 5 mois. Mais, vous savez, il y a tellement à faire que je n'ai pas vraiment le temps de me poser la question. Julie hoche la tête. Vous montez voir les malades du 3e? Le vicaire, qui a 27 ans, en est à sa 2e paroisse depuis sa sortie du séminaire de Saint-Hyacinthe au Québec, hoche la tête dans l'affirmative. Le Canadien parmi ces malades a besoin de soutien spirituel en français. Si vous lui parlez, vous l'encouragerez à venir à la messe quand il aura son congé de l'hôpital. Julie acquiesce. Elle a eu l'occasion de parler aux patients francophones auxquels le vicaire fait allusion. Les visites de ce religieux sympathique doivent lui faire du bien, à lui et aux autres qui souffrent de ces maladies honteuses. D'ailleurs, le vicaire, qui lui a avoué qu'il trouvait cette salle redoutable et dégoûtante, fait preuve d'une grande générosité en acceptant de s'y rendre. La paroisse du Sacré-Cœur, a constaté l'infirmière, est chanceuse d'avoir cet homme dynamique à son service. Son curé, l'abbé Philippe Lamarche, un homme vieillissant, qui se fatigue rapidement aussi. Avant l'arrivée de Lucier, il s'occupait seul du destin spirituel des Franco-Torontois depuis 30 ans. Alors, Julie a rencontré un prêtre, qui travaille dans l'église Sacré-Cœur, et ça c'est l'église que Napoléon allait à quand il vivait à Toronto, et qui aussi travaille dans l'hôpital. Et il parle d'avoir visité un Canadien, et quand on dit un Canadien, c'est le mot français canadien, qui signifie que c'est comme un Québécois qui est dans l'hôpital. Alors, on ne sait pas, peut-être c'est Napoléon qu'il parle de. Et Julie pense très bien de cet homme, de cet prêtre. Elle pense qu'il est comme que les paroissiens, les membres de l'église Sacré-Cœur, sont très chanceux de lui avoir et qu'il est là pour remplacer l'autre prêtre ou vicaire, l'abbé Philippe Lamarche. Et ça, c'est probablement la personne qui était le vicaire de l'église quand Napoléon allait là. Mademoiselle Neal, qui connaissait le vicaire Lucier, l'avait présenté à Julie lors d'une de ses visites, voilà un mois. Depuis, la jeune infirmière se rend sans faute à une des 3 messes du dimanche quand elle n'est pas de service ce jour-là. À la paroisse du Sacré-Cœur, elle a découvert un petit îlot de langue française où elle peut se réfugier de la mer anglophone. On se revoit dimanche? Demande le vicaire avant de poursuivre sa route. Quand Julie répond positivement, le prêtre ne cache pas sa satisfaction. Très bien, je ne serai sans doute pas le seul qui sera heureux de vous voir à l'église. Julie ne peut pas faire autrement que de rire aux compliments du prêtre. Elle n'ignore pas l'effet de sa présence à l'église du Sacré-Cœur. Chaque fois que la jeune femme se présente à la messe dans son unique robe du dimanche, ses cheveux noirs soigneusement arrangés sous un élégant chapeau, elle récolte de nombreux sourires des hommes célibataires. D'ailleurs, le curé Lamarche, qui l'a confié que cela lui ferait grand plaisir de voir l'infirmière jeter son dévolu sur un de ses jeunes paroissiens. Julie, bien qu'heureuse de pouvoir socialiser dans sa langue maternelle avec les gens de la paroisse, et tout particulièrement avec les célibataires de son âge, a refusé les nombreuses invitations de ces derniers. Complètement dévouée à son travail, elle ne veut pas courir le risque de décevoir ses soupirants potentiels qui pourraient se mettre à échafauder des projets à long terme. Le prêtre et l'infirmière poursuivent leur route respective. À chacun son boulot, lui, c'est sauver des âmes. Moi, ce sont des vies. Alors, Julie veut aller à l'église, mais il y a beaucoup de jeunes hommes célibataires, single. Et elle aime ça, mais elle ne veut pas les donner la mauvaise impression qu'elle veut se marier à quelqu'un parce qu'en ce moment, elle est juste complètement dévouée à son travail comme infirmière. Chapitre 10. Le vendredi 22 mars 1918. La gare Union, Toronto. Napoléon, réveillé d'un sommeil léger par la voix du conducteur,
regarde par la fenêtre sale du wagon de train. La gare de sa ville natale, en construction depuis 1911, a encore changé depuis 1 an et demi, mais pas autant que lui. Home at last, Frenchy. À côté de Napoléon, Ted McKenna sourit et, s'agrippant à son siège, se lève. Il place l'appui de ses béquilles sous ses aisselles et se dirige vers la sortie du wagon. Napoléon lui emboîte le pas. Dans le wagon bondé de soldats règne un lugubre silence. Certains des hommes se parlent, mais à voix basse, comme s'ils craignent de réveiller quelqu'un ou de s'attirer le mauvais sort. Debout dans l'allée, Napoléon observe McKenna avancer rapidement sur son unique jambe. Le franco-ontarien sait qu'il a de la chance. Et pourtant... Alors, McKenna et Napoléon sont de retour à Toronto et McKenna a juste une jambe. Depuis qu'il a entamé son voyage de retour au Canada, Bouvier ressasse ses derniers moments passés dans le port de Liverpool en Angleterre le 6 février. Sur les quais, avant de monter à bord du navire Scotian, arrivé du Canada avec des troupes fraîches, il avait observé les hommes descendre la passerelle. Ces renforts, attendant l'arrivée de camions pour les transporter vers leur cantonnement, avaient entamé des conversations avec leurs camarades sur le quai. Ainsi, Bouvier s'était fait interpeller par un gaillard d'une taille imposante qui s'était nommé en lui offrant une cigarette. George Price, de la Saskatchewan. Napoléon avait refusé la cigarette et s'était présenté à son tour. Price avait beaucoup parlé. Peut-être par nervosité ou peut-être tout simplement pour meubler le silence, puisque Bouvier ne disait rien. Au bout d'1 minute, le caporal Price avait fini par lui poser une question. « Je sais que vous revenez tous du front blessé, mais pourquoi vous avez l'air si... » Price avait alors cherché ses mots. « Si absent, avait-il fini par dire, comme si vous aviez la tête ailleurs. » Bouvier avait failli éclater de rire et répliquer que c'était la guerre, et surtout la bataille de Passchendaele qui les avait tous transformés en fantômes. Mais il s'était borné à répondre laconiquement. « Tu verras. » Au moment où un officier avait ordonné au groupe de Napoléon de procéder à son embarquement, il avait quand même souhaité bonne chance à George Price. « J'espère que ta guerre sera courte et moins pénible que la mienne. » Quelques heures après, Napoléon entreprenait sur la mer ce long voyage de retour qui maintenant prend fin. Alors si on regarde les dates, c'est le 22 mars qu'il est arrivé à Toronto et c'était le 6 février qu'il a quitté Liverpool. Alors ça lui a pris comme 1 mois, il me semble. Les soldats descendant du wagon de train et soudain, les soldats descendent du wagon de train et soudain une fanfare militaire sur le quai entame God Save the King. Tous et chacun se mettent au garde à vous. Napoléon scrute la foule où se mêlent militaires, civils, hommes, femmes et même quelques enfants, sans pouvoir repérer un visage familier. Est-il vraiment rentré chez lui? La chanson terminée, un monsieur mince et court de taille, vêtu d'un complet impeccable et les cheveux coupés ras, Tommy Church, le maire de Toronto, s'avance et souhaite la bienvenue aux héros de notre glorieuse armée. Le politicien commence à serrer la main à chacun des soldats et, devant l'ami de Napoléon, demande « McKenna, n'est-ce pas ?» Le maire presse la main tendue du soldat handicapé qui s'émerveille. La réputation de la mémoire prodigieuse du maire, capable de retenir tous les noms et les visages des soldats qu'il rencontre, n'est pas exagérée. Tommy Church examine Napoléon Bouvier. « Vous? Je ne vous reconnais pas. » McKenna présente Napoléon comme Frenchy Bouvier, en précisant que son camarade est un Canadien français du quartier torontois de Cabbagetown. La mine du maire, fanatiquement orangiste, se renfrogne, car il ne peut dissimuler son mépris pour les catholiques, français de surcroît, même s'ils portent l'uniforme.
C'est mon ami, s'empresse alors d'ajouter McKenna. Il a risqué sa vie pour sauver la mienne à Passchendaele. Le commentaire suscite un changement positif chez le maire qui retrouve son sourire et tend sa main droite vers le franco-ontarien. Bienvenue chez vous, mon garçon. Mais le sourire du maire s'efface quand Napoléon lui présente la main gauche. Mon bras droit est paralysé à cause d'une blessure, monsieur le maire. Tommy Church se reprend rapidement et enserre la main de Bouvier avec ses deux mains. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Le maire passe au prochain soldat de la file à qui il murmure en remerciement au nom de la patrie. McKenna et Bouvier se mettent à marcher vers la sortie de la gare. Dehors, en ce début d'avril, ils remarquent les bourgeons sur les arbres. Une infirmière, Mademoiselle Neal, de l'hôpital militaire Spadina, voit McKenna et lui fait signe. Elle accueille les deux hommes et leur indique le fourgon qui doit les transporter à l'hôpital. J'imagine que tu vas aller voir ton monde avant de te rendre à l'hôpital? Napoléon répond à son ami par un hochement de la tête. McKenna se joint au groupe d'hommes qui suivent Mademoiselle Neal. Alors, il vient de se débarquer du train et rencontrer le maire de la ville de Toronto. Et on a vu que le maire est orangiste et il déteste les francophones, il déteste les catholiques. Mais McKenna lui présente Napoléon comme son ami qui lui a sauvé la vie. Et alors, il est forcé de lui serrer la main. Aussi, on apprend un peu plus de la blessure de Napoléon, qu'il a le bras droit paralysé à cause d'une blessure. Et on ne sait pas si ça c'est temporaire ou permanent. McKenna ira tout de suite à l'hôpital militaire Spadina. Et Napoléon veut premièrement aller voir ses amis et sa famille avant d'aller à l'hôpital. Malgré la foule devant la gare occupée, Napoléon ne s'est jamais senti si seul. Il connaît le chemin qui mène à son quartier, mais ses pieds refusent de bouger. Napoléon! Tout à coup, une main se presse contre son bras paralysé. Le jeune homme a l'impression de rêver jusqu'à ce qu'il sente la chaleur de Corinne blottie contre sa poitrine. Il l'enlace avec son bras gauche. J'ai failli ne pas arriver. Mon tramway est resté pris dans la circulation à cause d'un accident sur la rue Queen. La respiration haletante de Corinne témoigne de son trajet effectué au pas de course. Je suis tellement heureuse que tu sois enfin revenu, Napoléon. Les larmes de Corinne en inspirent à son ami qui voudrait écraser la jeune femme dans ses bras, mais se contente de caresser ses cheveux avec sa main gauche. Il essaie de parler, mais, trop ému, il n'y parvient pas. Cependant, il sait qu'il retrouvera l'usage de la parole, contrairement à la force de frappe de sa droite, jadis si rapide et puissante. À cause d'une balle allemande logée pendant 2 semaines dans son bras, le boxeur sait qu'il ne pourra probablement plus jamais compter sur son allié le plus précieux, ni reprendre sa vie d'avant la guerre. Alors, je vais juste expliquer un petit peu ce paragraphe-là. Il vient de revoir Corinne et Corinne est très contente de lui revoir et elle pleure et il ne peut même pas parler, il est comme émotionnel. Il ne pleure pas, mais il ne peut pas trouver ses mots et tout ça. Et ça décrit comment il va retrouver ses mots, mais il ne va jamais pouvoir utiliser son bras droit encore. Et il parle de comment avant, son bras droit était si rapide et puissante. Et ça parle de comment il l'utilisait dans la boxe. Mais il y a une balle allemande logée dans son bras et qu'il ne va jamais plus pouvoir faire la boxe comme avant la guerre. Okay. Alors, si vous voulez considérer utiliser ça pour une entrée de journal, ce serait une bonne idée, mais à vous de décider. Chapitre 11. Tu serais pas mieux chez tes parents? Napoléon a entendu la question de Corinne, mais hésite à y répondre.
Après un mois passé à l'hôpital militaire Spadina, il ignore la réponse. Au bout d'un long silence, il ose dévisager la jeune femme qui tient sa main gauche. Elle vient le voir presque tous les jours. Or, ses questions au sujet de sa thérapie musculaire et ses consultations avec les médecins finissent par l'irriter. Jusqu'à présent, malgré tous les exercices, son bras droit demeure paralysé. Le soldat retire sa main et se redresse dans son lit. Contrairement à la plupart des autres patients, Napoléon est habillé et porte son uniforme pendant le jour. Oui, sans doute, murmure-t-il enfin, mais je ne suis pas encore démobilisé. Puis mes parents n'ont pas besoin d'un infirme à la maison. Corinne se détourne de Napoléon, essuie la larme qui se forme au coin de son œil droit. Depuis son retour, son ami semble avoir perdu l'énergie vitale qui le rendait si redoutable dans le ring. Corinne l'aime toujours, mais elle ignore comment l'aider à sortir de cette torpeur où il s'enlise de plus en plus chaque jour. Une voix rassurante vient dissiper la tension. « Il va falloir le laisser, Tombeau, Corinne. C'est l'heure de son rendez-vous avec le docteur Sullivan. » Corinne échange un sourire avec Julie. Elle est formidable, songe-t-elle. Napoléon a de la chance d'avoir abouti à son étage. Dès sa première visite à l'hôpital militaire, Corinne avait été heureuse de faire la connaissance de l'infirmière serviable, toujours souriante et capable de leur parler dans leur langue. D'ailleurs, Julie a pris le couple sous son aile. Elle insiste pour que Napoléon l'accompagne à la messe à l'église du Sacré-Cœur tous les dimanches, sans quoi le blessé choisirait de rester enfermé à l'hôpital. Cependant, Corinne éprouve un peu de jalousie devant la beauté saisissante de l'infirmière, que même l'uniforme, aussi attrayant que l'habit d'une religieuse, ne peut cacher. Elle admire aussi sa calme assurance et le fait qu'elle ait trouvé sa voie, une profession où elle a la certitude de faire du bien, de porter secours à des gens qui en ont grandement besoin. Corinne se lève. De toute façon, je dois me préparer pour me rendre au travail. Elle se penche et embrasse la joue de Napoléon qui se force à sourire. Corinne quitte la salle tandis que Napoléon se lève et enfile sa veste. Alors, Corinne vient visiter Napoléon souvent à l'hôpital et il est là depuis un mois maintenant et il devient très déprimé et les thérapies musculaires ne lui aident pas. Et il manque un peu de son énergie qu'il avait avant la guerre. Alors, elle est triste de voir ça, mais elle aime beaucoup Julie, l'infirmière, qui est très belle et très capable et très gentille, mais elle est aussi un peu jalouse de Julie. Si tu continues à faire cette tête, tu vas finir par la perdre. Le visage de Napoléon se rembrunit. Elle mérite mieux que... Le soldat n'achève pas sa phrase. Julie évite son regard et retire un journal de sa poche. Avant d'aller à ton rendez-vous, peux-tu me dire ce que raconte cet article? Elle lui présente une page du Toronto Star où elle pointe son index vers le titre « 700 morts de la peste ». À l'occasion, l'infirmière feint d'avoir de la difficulté à lire l'anglais. Cela lui sert de prétexte pour demander un service à Napoléon et, du même coup, le valoriser. Le jeune homme lit rapidement le court article. C'est au sujet de la grippe espagnole, déclare-t-il en remettant le journal à Julie. La maladie s'est propagée dans une garnison de soldats espagnols au Maroc, où elle a fait 11 morts. En Espagne même, on compte plus de 700 morts jusqu'à présent. Mon Dieu! S'exclame Julie, qui avait bien compris l'article. À Liverpool, j'ai entendu des marins anglais en parler. Selon eux, c'est une sorte de grippe différente qui se répand très rapidement. Des soldats américains l'ont eu au mois de mars. 700 morts, répète Julie. C'est horrible. C'est rien, ça. Le ton sec de Napoléon surprend l'infirmière. Même si la maladie s'aggrave, on n'en entendra pas parler, poursuit le soldat.
La censure va nous cacher ça, tout comme elle nous cache la situation réelle au front. Interloquée par la sortie subite de Napoléon, Julie note une agitation dans les doigts de la main droite du soldat, dont le poing veut se crisper sans y parvenir. L'infirmière perçoit une occasion d'administrer une thérapie de choc à son patient. « Pourquoi tu te laisses abattre, Napoléon? Tu as reçu un coup terrible, mais t'essaies même plus de t'en relever. » La question et le jugement de l'infirmière déstabilisent Napoléon comme une droite encaissée en pleine mâchoire. Il aime bien Julie et apprécie sa gentillesse, mais de quel droit ose-t-elle lui parler ainsi? La rage, le sang bouillant de l'ancien boxeur monte dans ses veines. Ses pieds esquissent un mouvement de recul. « Qu'est-ce que t'en sais? » Julie, provoquée par l'hostilité soudaine de Napoléon, se laisse emporter par sa propre fureur. « Depuis que t'es ici, tu fais juste t'apitoyer sur ton sort. » Contente que les autres patients ne comprennent pas le français, l'infirmière hausse le ton. « T'as regardé un peu autour? Les autres, comme ton ami McKenna, sont tout plus estropiés que toi. Est-ce que tu les entends se lamenter? Là-bas, David Peterson n'a plus que la moitié de son visage. Moi, je suis convaincu que si tu donnes la chance à ton bras de guérir et que tu y mets de l'effort, tu finiras par pouvoir utiliser ta main droite à nouveau. » Napoléon tremble de rage, et tout à coup, Julie, constatant l'ampleur de la violence qu'elle vient de décupler chez lui, commence à en avoir peur. Hors de lui, le patient lève le bras vers l'infirmière et hurle. « T'as déjà vu un boxeur avec rien qu'un bon bras? » Napoléon, stupéfait, sent la chaleur des deux mains de Julie qui ont saisi son poing droit, redevenu momentanément celui du boxeur, tout près de son visage. Ses yeux sortent presque de leur orbite. Les 5 doigts de sa main droite sont repliés, le pouce ainsi, aussi, prêt à donner un coup de poing. « Est-ce que j'aurais pu vraiment la frapper? » se demande Napoléon. « Je ne peux pas être rendu si fou que ça. » Se remettant rapidement de son propre émoi, Julie entoure de ses doigts fins ceux de Napoléon et, sans dire un mot, les libère doucement de leur pose hostile. Son travail accompli, Julie garde la main du soldat dans les siennes pendant quelques secondes. Dès qu'elle la relâche, le bras de Napoléon tombe. Il ouvre la bouche pour parler, mais seul son souffle haletant s'en échappe. « Dépêche-toi, Napoléon. Tu veux pas rater ton rendez-vous. » Le soldat obéit à la voix de la femme comme à l'ordre d'un officier. Dans son dos, Julie sourit. Les Américains sont en Europe maintenant. Si les nouvelles optimistes du front peuvent se confirmer, la guerre va bientôt finir et la vie reprendra ses droits, pense l'infirmière en retournant à son travail. Quand elle passe devant le lit de David Peterson, le blessé la fixe. Même si son pansement, qui ne couvre plus que la partie inférieure de son visage, l'empêche toujours de parler, ses yeux et son hochement de tête sont fort éloquents. « Je n'ai pas compris un mot de ce que vous avez dit à Bouvier, mais j'ai tout saisi. Vous faites des merveilles, mademoiselle l'infirmière. » Alors, ça, c'est une scène et un chapitre assez intense, car Julie challenge Napoléon un petit peu et lui dit que comme tu te plains et tu prends la pitié sur toi-même et si tu voulais vraiment te guérir ton bras, tu pourrais le faire. Alors pourquoi es-tu encore ici et pourquoi est-ce que tu ne fais rien pour t'aider toi-même? Et en faisant tout ça, elle cause Napoléon de devenir très fâché et il arrive à bouger ses doigts et sa main un petit peu. Alors, ça donne la preuve qu'il pourrait regagner le mouvement de son bras et de sa main droite, peut-être. Mais c'est aussi une scène très comme intense entre eux. Elle a peur de lui et il a peur de lui-même.
d'être possible de comme faire mal à une personne innocente parce qu'il a presque voulu comme frapper Julie. Et ça, c'est probablement juste à cause de le traumatisme de la guerre. Chapitre 12. C'est une belle journée pour vous promener à bicyclette, monsieur le curé. L'abbé Philippe Lamarche reconnaît que Charles Sirois a raison. Le seul ennui par ce samedi de fin juillet, c'est qu'il fait un peu chaud pour se déplacer en vélo, surtout en soutane. Le prêtre échange quelques propos anodins avec Sirois et lui demande finalement un exemplaire du droit. Ils sont en arrière, Corinne. Va en chercher un pour monsieur le curé. La jeune femme qui écoutait la conversation des deux hommes depuis le comptoir du magasin de son père se rend dans le fond de la boutique. Elle y trouve des exemplaires du journal. À son retour, son père et le prêtre sont engagés dans une discussion sérieuse. Non, c'est pas juste la guerre, monsieur le curé, c'est la population de la ville qui a changé. Philippe Lamarche accepte le journal que lui tend Corinne. Oui, en moins de 20 ans, elle a presque doublé. Un demi-million d'habitants, c'est beaucoup de monde. Charles Sirois secoue la tête. C'est pas juste le nombre qui a augmenté rapidement, c'est le pourcentage d'immigrants, et surtout d'immigrants de l'Angleterre. En 1901, les 3/4 des gens à Toronto étaient nés au Canada. Maintenant, c'est juste environ 60%. Puis les gens nés au Royaume-Uni représentent un tiers de la population totale, tout près de 150 000. C'est pas pour rien que Toronto est devenu bien british. Les Britanniques sont presque 5 fois plus nombreux ici qu'ils étaient au début du siècle. Tout comme Corinne, le curé Lamarche a l'habitude des débordements de paroles du commerçant de la rue Queen. Ce que vous dites là est en effet préoccupant, monsieur Sirois, mais je m'inquiète davantage de la question de la conscription qui soulève les passions. Charles Sirois refuse la pièce de monnaie que lui tend le prêtre. Justement, pourquoi pensez-vous que l'appui pour la conscription est si fort à Toronto? C'est à cause de tous ces gens qui viennent de l'Angleterre. Le prêtre, qui n'aime pas trop discuter de politique, décide de changer de sujet en posant une question à la jeune Sirois. Et ton beau Napoléon, Corinne, comment se porte-t-il? De mieux en mieux, répond la jeune femme, un peu surprise par la question. Elle sent que le curé voudrait qu'elle en dise davantage, par exemple au sujet de ses plans d'avenir avec Napoléon. De toute façon, Charles Sirois revient à la charge. Puis, le grand ralliement qui va se tenir demain pour fouetter la ferveur du recrutement, ça ne donnera rien de bon. Les soi-disant patriotes vont juste lancer d'autres attaques contre les Canadiens français. J'espère que vous avez tort, dit le curé Lamarche, qui, ensuite, remercie Charles Sirois pour le journal et quitte le magasin. Corinne se met alors à réfléchir aux prédictions de son père. Elle aussi souhaite qu'il n'ait pas raison. Chapitre 13. Si vous voulez faire de la boxe, rendez-vous au gymnase. Malgré son ton sévère, Julie étale un beau sourire. Napoléon Bouvier, qui s'amuse à cogner doucement avec ses poings les mains ouvertes de Ted McKenna, en esquissant les mouvements rapides de droite à gauche, s'arrête. Il sourit en direction de l'infirmière à l'autre bout de la salle. Elle a raison, Ted. T'appelles ça de la boxe? S'indigne l'infirme debout, appuyé contre ses béquilles. Un enfant de 5 ans a plus de force que ça. La plaisanterie laisse Napoléon pensif, car elle renferme une part de vérité. Depuis 3 mois, son bras droit reprend petit à petit de sa vigueur, au moins assez pour qu'il puisse se servir de sa main droite. Mais la force et la motricité de celle-ci demeurent limitées. Après à peine une trentaine de frappes contre la paume de Ted, il ressent une énorme fatigue. Voilà 2 semaines, Napoléon a enfin obtenu son congé de l'hôpital pour être affecté au camp d'entraînement militaire du centre-ville, où il effectue des corvées faciles. Néanmoins, il passe toujours beaucoup de temps à l'hôpital, soit à consulter le médecin, soit à visiter son ami Ted, ou encore à faire du bénévolat pour aider Julie et ses collègues. Les progrès de son ancien patient
et la main forte qu'il lui prête ont de quoi ravir l'infirmière. On devrait y aller quand même, déclare Napoléon. Ma blonde va nous attendre à l'extérieur de l'aréna si on arrive en retard. Les deux hommes saluent Julie et se dirigent vers la sortie de l'hôpital. Arrivés dehors, ils respirent à plein poumon l'air tonique de cette journée splendide de la fin juillet. C'est plus une journée pour aller se promener au parc avec sa dulcinée que pour assister à une réunion patriotique, hein, Frenchy? Napoléon approuve par un hochement de tête. Et là, le devoir nous appelle, soupire-t-il. Napoléon avance au rythme de Ted et, un peu plus loin, les deux hommes montent dans un tramway de la rue Queen. Par ce dimanche après-midi, la plupart des passagers sont vêtus de leurs plus beaux habits, comme Napoléon qui a assisté à la messe avant de se rendre à l'hôpital militaire Spadina. Ted porte toujours son uniforme. Napoléon aurait préféré se rendre à pied au centre sportif où se tient l'Assemblée vers la victoire, mais il a accepté d'accompagner son ami handicapé qui doit avoir recours au transport en commun. Dans le regard des autres passagers, il peut lire de la sympathie pour l'unijambiste. Alors ici, Napoléon et Ted McKenna vont à une démonstration, un événement politique qui s'appelle Vers la victoire. Et je pense que c'est la même chose que le père de Corinne discutait avec le prêtre dans le dernier chapitre. Et il a peur que quelque chose va arriver à cet événement. Une vingtaine d'arrêts plus loin, les deux amis descendent du tramway. Parmi les nombreux piétons dans la rue achalandée devant le centre sportif, Napoléon repère la forme svelte de Corinne dans sa robe du dimanche. En retard, comme toujours, les gronde Corinne d'un air taquin. Elle se place entre les deux hommes et prend le bras de Napoléon. Le trio se fond dans la foule qui pénètre dans l'aréna. À l'intérieur, les trois ont juste le temps de trouver une place dans les gradins avant le coup d'envoi de la réunion donné par une fanfare militaire accompagnée de cornemuseurs. Les lampes au plafond éclairent un podium et une large allée occupe l'espace normalement réservé à la glace de la patinoire. Au son de cette musique martiale, les soldats se mettent à défiler. Napoléon pointe un groupe, les 48e Highlanders, qui marchent fièrement à l'unisson. Corinne presse le bras de son fiancé en remarquant une larme couler de l'œil de Ted McKenna. Est-il ému de voir ses confrères parader ou triste de ne plus être en mesure de les accompagner? Se demande Corinne. Sans doute les deux. Depuis qu'elle a apprivoisé l'ami de Napoléon, sa sympathie à son endroit ne fait que croître. Elle devine les nombreuses épreuves qui l'attendent. La parade se termine et la foule entonne les chants patriotiques. Tout d'abord le God Save the King, suivi de Abide by Me, The Maple Leaf et enfin Boys of the Old Brigade. Cette assemblée de 6000 personnes se tient dans une atmosphère survoltée. La conscription, que le gouvernement du Canada se prépare à voter prochainement, divise le pays. Même si, à Toronto, les seules voix qu'on écoute sont celles en faveur de l'enrôlement obligatoire des jeunes hommes, au Québec, où la province a voté massivement contre cette mesure lors des élections de décembre, l'opposition à la conscription se fait de plus en plus véhémente. Lors du congé de Pâques, entre le 28 mars et le 2 avril 1918, dans la ville de Québec, une série de manifestations et de gestes violents contre la conscription a dégénéré en émeute. Le soir du 1er avril, les soldats appelés en renfort de l'Ontario pour restaurer l'ordre ont tiré sur la foule. Bilan 4 morts et 70 blessés. Et, le 4 avril, le décret de la loi martiale. Au Québec, il n'y a pas beaucoup de soutien pour la conscription où on force les jeunes hommes de joindre l'armée, mais il y a beaucoup plus de soutien pour ça en Ontario. Et
au Québec, il y a eu une manifestation comme un protest de la conscription et c'est tourné très violent. Et finalement, ils ont appelé les soldats de l'Ontario pour restaurer l'ordre et ces soldats ont tiré sur les gens. Et 4 personnes sont mortes et 70 personnes sont blessées dans cet événement. Des orateurs, hommes et femmes, se succèdent au podium pour rappeler le besoin de redoubler d'efforts pour gagner la guerre. Même si la victoire finale est à portée de main, martèlent-ils les uns après les autres, il faut maintenir l'ardeur collective et accepter encore d'autres sacrifices. La foule applaudit chaleureusement. Quand un militaire à l'air farouche monte sur le podium pour souligner l'appui à la conscription de l'Association des anciens combattants, Napoléon éprouve un malaise. Le représentant à l'accent britannique très prononcé se lance dans une diatribe contre les opposants à la conscription, sans cacher son mépris, voire sa haine pour les derniers. Au sujet des Canadiens français qui sont contre la conscription et ne veulent pas s'enrôler, hurle-t-il, je vous dis que ce sont ni des Canadiens ni des Français, ce sont des traîtres. Un tonnerre d'applaudissements gronde dans l'aréna. La foule se lève comme un seul homme. Les visages de Corinne et de Napoléon pâlissent, car ils sentent une hostilité palpable dans l'air. Jamais nous ne céderons aux traîtres, poursuit le soldat au microphone. Napoléon prend Corinne par le bras et dit à Ted qu'ils doivent partir. Sans attendre pour voir si son ami l'a compris, malgré le vacarme, il pousse Corinne vers le bout de la rangée et la sortie. Son sang bouillonne. Les Canadiens français sont des traîtres, scande l'orateur enflammé. À voir leur complexion exsangue, on serait porté à croire que Napoléon et Corinne souffrent d'une indisposition subite. Les poings du jeune homme se crispent, même sa main droite pourrait blesser quelqu'un. Il faut arriver jusqu'à la sortie, se répète Napoléon. Si on essaie de nous barrer la route, je ne réponds pas de mes actions. Chapitre 14. À l'extérieur de l'aréna, le soleil et les grandes lampées d'air libre, respirées goulûment par Napoléon et Corinne, ont un effet bénéfique presque immédiat sur eux. « Ça va ?» demande Corinne en entourant de ses mains celle de Napoléon. Il hoche la tête. « Éloignons-nous d'ici au plus vite. » Le couple quitte l'endroit à grande enjambée, compte tenu de la chaleur de l'après-midi d'été. Napoléon, qui sue à grosses gouttes, propose à Corinne de faire le reste du trajet en tramway. Peu après, debout dans la voiture, Napoléon donne libre cours à sa frustration. « Je me demande pour quel pays je suis allé me battre. Aux yeux des Anglais, nous, les Canadiens français, on serait devenus pires que les Boches ?» Corinne essaie de calmer son ami. Ce sont juste quelques écervelés emportés par la fièvre de la guerre. Je connais plusieurs Canadiens anglais qui appuient l'effort de guerre sans être en faveur de forcer les gens à aller se battre. T'as raison, Corinne. Toronto a beaucoup souffert. Cette guerre fait ressortir le meilleur et le pire des gens. En achevant sa phrase, Napoléon remarque derrière Corinne un homme assis, vêtu d'un complet impeccable et portant une barbiche blanche qui les dévisage d'un air indigné. Le regard étonné du jeune homme pousse le vieux monsieur à s'exclamer « You should speak white here !» Corinne, interdite et décontenancée par cette insulte, craint la réaction de Napoléon et lui prend le bras. Le poing droit de Bouvier se crispe, mais, la seconde après, se détend. Sa voix donne la réplique dans un anglais aussi narquois que possible. « Mon cher monsieur, je parlerai français où et quand je voudrai. Je suis Canadien et né à Toronto. Je suis Canadien-Français et je me suis enrôlé comme volontaire dans l'armée canadienne. Je reviens du front en Europe où j'ai fait la guerre pour défendre la liberté, dont celle de parler français dans mon pays. Je me suis battu, entre autres, à la crête de Vimy avec des camarades vaillants. Où étiez-vous pendant ce temps? Sans doute très confortable chez vous.
Ma fiancée travaille de longues heures dans une usine à fabriquer des munitions pour nos troupes. Si vous étiez moins vieux et si je n'avais pas été gravement blessé au bras droit à la bataille de Passchendaele, il est fort probable que je vous aurais répondu par un coup de poing. Le visage du vieux monsieur affiche une expression qui trahit du malaise et de la confusion. Le tramway s'arrête et l'homme, sans dire un mot, se lève brusquement pour se précipiter par les portes ouvertes. Quelques voyageurs, d'abord médusés par la scène, se mettent ensuite à applaudir. Napoléon a un sourire gêné. Corinne l'embrasse. Les mots, quand ils expriment la vérité, peuvent frapper encore plus fort qu'un coup de poing, constate le jeune soldat en regardant le monsieur à la barbiche prendre la poudre d'escampette. Alors ça, c'est vraiment un bon chapitre parce que il sort de l'aréna parce que dans l'aréna, ça devient très comme anti-français et Napoléon a peur que quelque chose va arriver là ou que même il va devenir trop fâché et perdre contrôle de ses émotions et faire mal à quelqu'un. Alors lui et Corinne marchent ensemble et puis il devient fatigué. Alors il monte sur un tramway et ça c'est comme un trolley, c'est comme un train public qui va au centre de la rue. Et dans le train, ils parlent français ensemble et un vieil homme les entend parler français ensemble. Et il dit, You should speak white here. Parce que ça, c'est une langue apparemment. En tout cas, Napoléon veut comme sauter sur lui et lui faire mal. Mais au lieu, il saute dans une comme diatribe qui juste attaque l'homme et qui lui explique comment il s'est blessé, qu'il s'est enrôlé dans l'armée volontairement et tout ça. Et après, quand l'homme quitte le train, tout le monde sur le train comme applaudit pour Napoléon. Chapitre 15. Une atmosphère de turbulence flotte dans l'air de la ville en cet après-midi du 2 août. Les nouvelles du front, malgré de lourdes pertes, s'annoncent bonnes. Les Alliés ont bloqué les nouvelles avancées allemandes. En route pour l'hôpital militaire, Napoléon sent de la grogne chez les gens qu'il croise dans la rue. Il a l'impression que tout le monde anticipe un automne pénible et ensuite un autre hiver interminable de cette guerre que les militaires avaient prédit de remporter avant Noël 1914. Pourtant, Napoléon, en permission pour 2 jours, vit des moments de fébrilité. Sa main et son bras blessés continuent à reprendre des forces. Même si la caserne et le dortoir au camp d'entraînement sont plutôt spartiates, ses tâches ne sont pas très exigeantes. Il a même du temps de loisir qui lui permet de faire des visites à l'hôpital. D'ailleurs, il ne sait plus ce qui lui donne le plus de plaisir. Causer avec Ted McKenna ou aider Julie Arsenault dans son travail. Tout compte fait, pense Bouvier en pénétrant dans l'hôpital, sa préférence penche sûrement du côté de l'infirmière. Alors, il travaille dans un camp d'entraînement militaire, mais son travail n'est pas trop lourd, son bras devient plus fort et il visite souvent l'hôpital. Il peut toujours dire que c'est pour visiter Ted McKenna, mais la vérité c'est qu'il préfère visiter avec Julie. Alors on commence à avoir un peu de problème ici, s'il développe des affections pour Julie et aussi pour Corinne. Quand il arrive dans la salle H, Napoléon s'étonne de trouver son copain debout, sur le point de partir. Il lui demande où il s'en va. Il faut aller leur montrer que, les gars revenus du front, on n'acceptera plus la manière qu'on nous traite. Puis, on va plus les laisser fermer les yeux sur la présence des ennemis parmi nous. McKenna lui résume alors l'incident qu'il a mis dans tous ses états. Le soir précédent, le soldat Cluderet, revenu d'Europe, s'est trouvé au White City Café de la rue Young. Il s'est disputé avec des clients et le serveur, un grec, c'est-à-dire un étranger, bien que d'un pays allié. La prise de bec a dégénéré en bataille et le soldat s'est fait une entaille au front.
Pourtant, c'est Clou-de-Ré que la police a arrêté et accusé d'ébriété dans un lieu public. Le bruit de ce scandale a circulé parmi les gars, ajoute McKenna. Ce soir, un groupe va se rendre au White City Café pour leur faire la leçon. Tu tombes bien, Frenchy, tu peux m'accompagner. Le jeune franco-ontarien, perplexe face à l'agitation de son ami, éprouve alors des sentiments contradictoires. Il croise le regard de Julie, qui, de toute évidence, est au courant de cette histoire. Ses yeux le supplient de ne pas se joindre aux soldats mécontents. Napoléon s'arrache de ce regard et réfléchit rapidement. Une tête froide parmi ces esprits échauffés servira peut-être à calmer le jeu, raisonne-t-il. Puis je peux pas laisser Ted partir seul comme ça. Il se laisse emporter et il risque de se faire mal. Aussi, Napoléon sourit timidement en direction de Julie, qui se détourne alors brusquement. Elle ne peut pas comprendre, soupire Bouvier en son fort intérieur. Ce sont mes frères d'armes. Chapitre 16. Ils donnent des emplois aux étrangers, mais pas aux Canadiens revenus de France. Le commentaire suscite une approbation bruyante du groupe d'hommes qui ne cesse de croître devant le restaurant du 438 de la rue Young. Ted McKenna brandit une de ses béquilles dans les airs d'un geste menaçant. Étonné de se retrouver dans une foule aussi nombreuse et ouvertement hostile, Napoléon s'inquiète. L'attroupement devant le White City Café déborde du trottoir et ralentit la circulation de l'artère achalandée. Parmi les hommes en uniforme, où Napoléon reconnaît des camarades de son bataillon, il distingue aussi plusieurs civils qui donnent libre cours à leurs armes. Devant cette muette de plus de 200 hommes, il se sent complètement incapable d'arrêter la vague de ressentiment qui s'amplifie. Il comprend la frustration de certains manifestants, surtout les estropiés comme Ted, qui doivent vivre avec les séquelles de leur sacrifice. Vers qui peuvent-ils diriger leur colère? Ce soir, nous voulons de la justice, crie un grand soldat qui lève le poing de son bras unique. De part et d'autre, les protestataires réclament la libération du soldat Clou-de-Ré arrêté la veille. Qu'on envoie les étrangers dans l'armée et au front, hurle Ted en frappant sa vitrine du restaurant avec le bout de sa béquille. Béquille, c'est crutch. L'impact de son geste fracasse la vitrine qui éclate en 1000 morceaux. McKenna a-t-il fait par exprès ou est-ce un accident? Napoléon se pose la question quand, soudain, des hommes se ruent vers l'intérieur de l'établissement comme si on venait de leur donner un signal. La foule déchaînée se met à saccager tout ce qui lui tombe sous la main. Des tables, de la vaisselle et même de la nourriture sont projetées par les fenêtres cassées. Les employés et les clients fuient les lieux et cette folie destructrice. Alors, ce groupe de soldats qui sont fâchés au patron du White City Café veulent pas qu'ils embauchent, des travailleurs comme étrangers des autres pays avant des Canadiens qui reviennent de la guerre. C'est difficile pour les soldats qui reviennent de la guerre de trouver du travail. Horrifié, Napoléon essaie de tirer le bras de Ted pour l'amener ailleurs, mais le soldat encourage les autres à poursuivre leur œuvre. Comme des mouches attirées par un cadavre en décomposition, d'autres soldats et civils arrivent pour prêter main forte. Peu après, quand il ne reste plus le moindre objet à casser, un soldat lance à tue-tête. « Je connais un autre restaurant grec sur la rue Bloor. » La meute surexcitée se déplace vers l'adresse donnée, soit le 985 rue Bloor-Ouest. Napoléon exhorte son copain à rentrer à l'hôpital. McKenna accepte plutôt l'invitation d'un civil qui lui offre une place dans sa voiture pour suivre la foule. Napoléon hésite. Abandonner son ami qui a perdu la raison? Malgré lui, il prend place à bord de la voiture avec Ted. S'il continue, je vais l'assommer pour l'arrêter, se promet Bouvier. Au deuxième restaurant, la police, prévenue de la manifestation hors de contrôle, arrive sur les lieux.
Cependant, intimidé par le nombre d'émeutiers et craintif de voir la situation dégénérer en bataille rangée, les agents n'interviennent pas. Les soldats et les civils enragés réduisent le deuxième restaurant en débris. Napoléon réussit cette fois à tenir son ami à l'écart de l'action, même si ce dernier appuie toujours les efforts des émeutiers avec ses vociférations. Les manifestants, excités par leur rage décuplée, partent en direction d'un autre restaurant de la rue Young. La police tente de les empêcher d'avancer cette fois, mais ils forcent leur chemin jusqu'à l'intérieur d'un troisième commerce qui subit le même sort que les deux autres. Ça va mal finir tout ça, songe Napoléon, en essayant en vain de convaincre son copain d'abandonner la partie. La foule remonte toujours la rue Young à la recherche de nouveaux établissements qui embauchent des étrangers. Elle s'arrête un moment devant le restaurant Superior Lunch. Toutefois, juste avant de s'y attaquer, un soldat fait remarquer au groupe que l'établissement compte des anciens combattants parmi ses employés. Ainsi, la nuit tombée, la marche insensée et dévastatrice reprend. La police, qui a appelé des renforts, érige alors un barrage dans la rue Young avec l'appui d'un contingent de soldats. Toutefois, les émeutiers ne se laissent pas décourager et attaquent les forces de l'ordre, qui ripostent de façon musclée. Désemparé, Napoléon voit son ami se lancer dans la mêlée. Un policier costaud met la main au collet de l'unijambiste, qui se défend tant bien que mal en brandissant une de ses béquilles comme arme. Napoléon se porte au secours de Ted. Le policier, surpris par l'intervention de Bouvier, lâche Ted qui tombe par terre. Instinctivement, Napoléon adopte sa posture de boxeur pour affronter le colosse. Il évite de justesse un coup de matraque. L'ancien pugiliste s'abandonne à ses réflexes. Son poing droit, comme mu par une volonté qui lui est propre, s'élance vers le visage du policier pour l'atteindre en pleine mâchoire. Un craquement retentit en même temps qu'une douleur affreuse envahit le poing et le bras de Napoléon. Un gémissement traverse les lèvres de Bouvier qui voit son adversaire s'effondrer. Pendant un court instant, au milieu du tumulte de la confrontation, Napoléon a l'impression de se retrouver dans un ring de boxe. « K.O., Frenchy !» crie triomphalement Ted, qui a réussi à se remettre debout sur sa jambe. Napoléon, revenu à la réalité, se serre le bras droit et se précipite vers son ami. « Si tu viens pas avec moi cette fois, tu vas être le prochain que je vais assommer, » profère-t-il d'un ton très sérieux. Ted sourit, emboîte le pas à Napoléon, et les deux hommes s'esquivent aussi vite que possible dans une rue perpendiculaire. L'un ralenti par sa jambe amputée et l'autre par le mal atroce dans son poignet et son bras. Ça va se corser, songe Napoléon. Malgré la souffrance, une pensée l'obsède. Mon poing a retrouvé toute sa force, mais je viens peut-être de l'endommager pour de bon. Ok, alors ça c'est intense. Je ne sais pas si vous avez compris la grande idée ici, mais le problème, selon eux, c'est que ces commerçants, ces entreprises, ces restaurants donnent des emplois aux étrangers, mais pas aux Canadiens revenus de France. Et à cause de ça, ils sont fâchés et ils commencent à comme saccager et briser tout ce qu'ils trouvent dans ces restaurants. Commençons avec le premier, White City Café, et ensuite la foule, crowd, devient comme une émeute, riot, et ils vont à un deuxième restaurant grec, et ensuite ils vont à un troisième restaurant, mais un des manifestants, protesters, dit que non, ce restaurant embauche des soldats aussi. Alors c'est comme, ok, on va pas attaquer ce restaurant, mais ensuite la police essaie de les arrêter et il y a une comme confrontation entre le groupe de comme quelques centaines d'anciens soldats et de juste gens ordinaires et la police. Et avec la police, d'autres soldats. Et un des policiers essaie de comme sauter sur Ted McKenna et
Napoléon ne peut pas résister, il va à l'aide de son ami encore et il frappe le policier dans la mâchoire, jaw, et brise son mâchoire. Et puis Ted et Napoléon quittent la scène pour s'échapper. Alors, c'est dans ce paragraphe ici que Napoléon frappe le policier. Chapitre 17. T'es chanceux qu'ils ne sont pas cassés. Julie applique délicatement un pansement autour de la main droite de Napoléon. Par bonheur, l'infirmière était toujours de service quand Ted et lui sont entrés à l'hôpital juste avant minuit. McKenna s'est installé confortablement dans son lit, tandis que Napoléon a suivi Julie jusqu'au dispensaire, où elle a entrepris d'examiner sa main droite contusionnée. Julie déplace les doigts meurtris, ce qui suscite un cri de douleur chez le blessé. Ah! Comment tu vas expliquer ça à ton commandant? Avec son regard sévère, Julie ressemble à une enseignante qui gronde un élève chétif. Napoléon y reconnaît, trait pour trait, l'expression de Corinne quand elle lui fait des reproches. Je vais lui dire que je suis tombé sur ma main. L'infirmière, plus ou moins satisfaite de la réponse, se concentre à nouveau sur sa tâche. Napoléon lui a avoué sa participation avec Ted à une manifestation qui a mal tourné, sans lui révéler rien de plus. Des sentiments opposés tourmentent le jeune homme. D'un côté, l'envie de crier avec fierté qu'il a terrassé un géant avec sa droite, et de l'autre, la honte d'avoir succombé à ses instincts de guerrier pour s'attaquer à un policier. Les risques qu'il a courus lui sont apparents maintenant. L'emprisonnement, ou, pire encore, un mauvais coup de matraque. Il a fait jurer à Ted de ne pas souffler mot de leur escapade à quiconque. T'es bien fine, Julie. Les yeux de la jeune femme se lèvent vers le blessé, qui étale son plus beau sourire. Je prends toujours soin de mes hommes. Julie a voulu employer un ton maternel, mais la voix sortie de sa bouche renfermait une toute autre tendresse. Sous l'emprise d'une forte émotion, Napoléon cède à l'impulsion d'ouvrir son cœur. De sa main gauche, il enserre celle de Julie. T'es vraiment une femme extraordinaire. Je sens que... T'as de la chance, interrompt Julie en retirant sa main et se levant brusquement. Il y a un lit vide au fond de la salle. Tu peux y passer la nuit. Mais Julie... Napoléon se lève à son tour et tente de se rapprocher de l'infirmière qui recule d'un pas. Va te coucher ou je vais te casser l'autre main. Le ton de Julie est sec et sans appel. Je termine mon service. Bonne nuit, Napoléon, ajoute-t-elle en virant sur ses talons. Confus et convaincu d'avoir commis un faux pas, le jeune soldat regarde autour de lui et réprime son désir de donner un coup de poing dans le mur. Les pas feutrés et rapides de Julie retentissent dans le corridor sombre. Heureusement, il ne voit pas le visage de l'infirmière qui, de sa main encore chaude du contact avec celle de Napoléon, essuie des larmes. Alors Napoléon vient d'essayer de dire à Julie qu'il aime Julie, mais elle ne voulait pas lui laisser le dire même. Chapitre 18. Qu'est-ce qu'ils pensaient accomplir en se comportant comme des abrutis sans foi ni loi? Ce jugement catégorique vient de Corinne, qui se promène au bras de Napoléon dans le parc des Jardins Allen, à l'angle de Gerrard et Sherborne, comme ils le font souvent après la messe du dimanche. Ce matin, Napoléon n'a pas été le seul à remarquer l'absence de Julie. Le couple profite du temps merveilleux pour se prélasser au soleil. Toutefois, sans le savoir, en évoquant l'article qu'il a lu dans le Globe and Mail au sujet des émeutes des soldats du vendredi soir, Corinne vient de s'aventurer dans un terrain miné. L'ordre n'a pas été rétabli avant 2 heures du matin. 15 restaurants ont été saccagés et les dommages s'élèvent à 40 000 $. Puis, la police a arrêté 15 personnes, dont 6 soldats. Soudain, Napoléon s'immobilise. Les yeux de Corinne vont du visage de son fiancé au pansement à son poing droit. Napoléon, dis-moi pas que... J'ai rien fait de mal.
Napoléon, peiné d'avoir pris un ton trop tranchant, essaie de se faire conciliant. Écoute, Corinne, tu comprendrais pas. Il vaut mieux pas en parler. Interloquée, la jeune femme ne cache pas sa déception. Quand on sera marié, Napoléon Bouvier, tu auras besoin de tout me raconter, même les choses que tu penses que je ne comprendrai pas. Elle fait quelques pas et se retourne pour ajouter. Au moins tu n'étais pas là hier matin à l'hôtel de ville? Napoléon secoue vigoureusement la tête en signe de négation. Lors d'une deuxième manifestation, le lendemain de la première, les soldats mécontents ont exigé la libération de leurs camarades arrêtés le vendredi soir. Ils se sont présentés devant 2 préfectures de police et ont menacé de les assiéger. Les forces de l'ordre, notamment des policiers à cheval, ont violemment réprimé ce désordre. Napoléon, en permission jusqu'au lendemain matin, s'est sagement tenu très loin de cette nouvelle explosion de colère. Maintenant, il voit bien son erreur. Éviter le sujet de la manifestation n'a fait qu'aggraver son cas. Il fait quelques enjambées pour rejoindre sa fiancée. Là, notre après-midi ensemble est gâté par ma faute, rouspète-t-il intérieurement. Alors, Corinne a lu un article à propos de la manifestation et elle est comme choquée par ça et pas très impressionnée. Et ensuite, elle comprend que comme Napoléon était là, et ça c'est comment il s'est fait mal à la main, et elle est très comme fâchée contre lui pour ça. Chapitre 19. Il va arriver d'une minute à l'autre. Peu importe son apparence, je compte sur vous. Julie dévisage les 2 hommes avec sévérité pour qu'ils comprennent bien ce qui est en jeu. L'avenir de David Peterson. McKenna et Bouvier échangent un regard complice et le dernier rassure l'infirmière. Quand il viendra, nous ferons notre possible pour l'encourager. Cette promesse semble satisfaire Julie, qui cependant ajoute « N'allez surtout pas exagérer vos réactions. Si vous jouez la comédie, David va sûrement s'en apercevoir. » L'infirmière laisse les 2 hommes, qui reprennent leur jeu de cartes. Tendus, tous les patients surveillent le retour de David Peterson, parti se faire enlever ses pansements. Après des mois d'attente, en ce début de septembre, le jeune homme défiguré verra les résultats de la dernière étape de la chirurgie reconstructive et le visage avec lequel il devra vivre pour le reste de ses jours. Alors, l'autre soldat dans l'hôpital, David Peterson, va avoir ses pansements enlevés et ils vont finalement voir son visage et comment son visage va être pour le reste de sa vie après toutes ces chirurgies. Nerveux, Bouvier et son ami se parlent de tout et de rien, ni l'un ni l'autre pouvant tolérer le silence. À l'autre bout de la salle, Julie, assise à son poste, essaie de se concentrer sur la rédaction de rapports sur ses patients sans grand succès. Elle ignore quelle sera sa réaction au nouveau visage de Peterson. Elle a vu les photos de sa blessure à son retour du front voilà 2 ans, juste avant que les chirurgiens entament la première d'une série d'opérations pour lui greffer de la peau au visage et au moins refermer sa plaie béante. Pourra-t-elle se retenir si, soudain, des pas lents se font entendre au bout du corridor? Les têtes se tournent dans cette direction. Par cette journée sombre, on ne distingue qu'une silhouette avançant vers la salle H. Un homme en uniforme et au teint très pâle qui finit par surgir de l'ombre. Personne parmi la dizaine de patients n'ose contempler ce nouveau visage. Quand Julie se lève et se place carrément devant Peterson, le soldat et l'infirmière se fixent longuement. « Regardez-moi pas !» s'écrie le jeune homme en couvrant son visage des mains. « Je suis un monstre, j'aurais dû mourir. » Il se précipite jusqu'à son lit où il s'enfouit le visage dans son oreiller. McKenna monte sur ses béquilles et, suivi de Napoléon, se rend au chevet de Peterson. « Envoie, David, » décroche-t-elle d'un ton taquin. « Retourne-toi. Au front, Frenchy et moi, on a vu des horreurs bien plus laides que tes petites cicatrices. » Mu par la colère, Peterson se retourne brusquement.
Les expressions de ses deux amis demeurent de glace, malgré le spectacle désolant de ce visage rapiécé. Ses nouvelles lèvres boursouflées s'étendent sur deux sections, l'une plus grande que l'autre. Son nez, un bouton de chair rond, occupe le centre de son visage au complet. Du côté gauche, une longue cicatrice sillonne sa joue et son œil paraît légèrement plus bas que l'autre. « Qu'est-ce que t'en penses, Frenchy ?» Napoléon prend une longue respiration, puis plisse les lèvres avant de laisser tomber de façon désinvolte. « Bien, je ne sais ce qu'il avait l'air avant d'être blessé. C'est peut-être une petite amélioration. En tout cas, moi, j'ai déjà paru plus laide que ça après un combat de boxe. » Les deux comparses guettent la réaction de Peterson. Ses lèvres bougent à peine perceptiblement. Est-ce un sourire? Moi, j'ai vu ton visage avant la chirurgie, David. Julie se joint aux trois hommes et tend une enveloppe au patient. Regarde ces photos. Tu ne pourras jamais passer inaperçu, mais plus personne n'hésitera à te regarder dans les yeux. Et à reconnaître ton courage, ajoute Ted. Au moins toi, tu vas partir de ce maudit hôpital sur tes deux jambes. David Peterson baisse les yeux. En ce moment, il saisit qu'il a le pouvoir d'enlever la cicatrice invisible qui recouvre son cœur, qu'il doit y parvenir s'il espère venir à bout de vivre avec l'autre, qui marquera pour toujours son visage. Cependant, tout le monde ne sera pas aussi compatissant que les gens de la salle H. Allons prendre un peu d'air, propose Napoléon en donnant de sa main droite, à peu près guérie, une tape affectueuse sur l'épaule de Peterson. Julie avait raison, pense-t-il. Même si je ne retourne jamais dans le ring, je n'ai pas raison de m'apitoyer sur mon sort. Alors là, David Peterson sort avec comme 100 pansements et on peut voir son visage pour la première fois. Et on donne une description de son visage ici. Des nouvelles lèvres, une lèvre plus grande que l'autre. Son nez est juste comme un bouton de chair, flèche, ronde, dans le centre de son visage. Et sur le côté gauche, il y a une longue cicatrice, scar, et un de ses yeux paraît comme plus bas que l'autre. Mais il faut comme considérer à quoi il ressemblait avant les chirurgies. Et beaucoup de soldats à cette époque pouvaient pas avoir leur visage réparé et ils avaient besoin de juste porter des masques et des choses comme ça. Et la situation de David aide Napoléon à comprendre qu'il ne devrait pas s'apitoyer sur sa situation. Même s'il a comme un bras blessé, c'est pas si pire que David et McKenna. Okay. Alors voilà la fin de partie 3. De la partie 3. Beaucoup de possibilités pour vos entrées de journal. La description du visage de David Peterson. Les pensées de Napoléon et la transformation à comme faire se sentir moins mal pour lui-même et réaliser que sa situation n'est pas aussi grave qu'il avait pensé au début. Surtout, on pourrait penser dans le chapitre à propos de les émeutes, où Napoléon encore va au secours de Ted et frappe le policier dans la mâchoire. Aussi, juste les commentaires à propos de comment les différentes entreprises donnent des emplois aux étrangers, foreigners. Beaucoup d'opportunités pour vos entrées de journal. Et si vous avez des questions à propos de ça et quoi choisir, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel ou un message sur Teams.
J'espère que ceci vous a aidé un petit peu avec la lecture et avec la compréhension de la lecture. Au revoir.